Richard Descoings, bonsoir. Vous êtes le directeur de Sciences Po Paris et à ce titre vraiment une personnalité atypique, il faut le dire, dans le monde des universités françaises. Quel est votre diagnostic sur les universités? Est-ce qu'elles vont vraiment mal? Est-ce que le malade se porte mal, docteur? Écoutez, je ne suis pas docteur, mais si j'étais docteur, ce qui m'intéresse, c'est comment le patient va aller mieux, comment on va guérir et comment on va prospérer. Donc l'université française, elle a plein de problèmes. Mais elle a aussi, aujourd'hui, des capacités à rebondir et à rebondir très bien. On vient de le voir avec l'université Pierre et Marie Curie, l'UPMC. Il y a de la recherche, il y a des chercheurs étrangers qui sont invités, il y a de l'enthousiasme, il y a même des moyens, parce que quand il y a de la bonne recherche, les moyens suivent. On a plein d'exemples où l'université française est capable de réussir. On peut le démontrer, mais maintenant, il y a plein de choses à faire. Alors, ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est qu'on a un face-à-face entre un des plus brillants présidents de grande école en France et puis un étudiant, Thiébaut Weber. Vous étiez avec nous déjà dès le début de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de la FAGE, l'une des grandes fédérations étudiantes. Est-ce que vous avez, j'allais dire, le même diagnostic? Dire que oui, effectivement, depuis quelques années, ça bouge, donc il ne faut pas avoir d'a priori, c'est en train de changer, l'université se réforme, mais qu'en même temps, par rapport à une vie d'étudiant, ça ne se réforme pas assez vite. Je crois que par rapport à l'université, je partage en tout cas l'optimisme de M. Descoings. À la FAGE, on pense qu'il ne faut pas faire de misérabilisme par rapport à l'université. Certes, la situation va mal, mais il faut être optimiste parce qu'on a toujours dit en France qu'en France, on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. Il faut se rassurer, les idées, on les a toujours. Ouais. Mais encore faut-il savoir les exploiter et leur permettre de s'épanouir. Et je crois que l'université a su démontrer depuis quelques années, depuis plusieurs dizaines d'années, qu'elle a su évoluer à moyens constants. Le problème, c'est, je crois que le président de Paris 6 le montrait très bien, il y a la question des moyens qui se posent. Ouais. Je donne un exemple, c'est qu'à moyens constants, l'université, alors qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas un intervenant extérieur d'une entreprise venir faire un cours à l'université, il rentrait dans le sein des seins de la connaissance. Aujourd'hui, ça existe. C'est plus tabou à l'université. Et tout ça, ça s'est passé à moyens constants. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire justement que l'État... D'ouvrir des passerelles. D'ouvrir des passerelles. Il est nécessaire d'avoir un dialogue accru entre université et monde du travail. Je crois que c'est engagé. Je crois que c'est engagé même avant la réforme Pécresse. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Pour vous, ça, c'est super important. Oui, je pense qu'il ne faut pas de tabou là-dessus. Il ne faut pas pour autant que l'université se dilue ou se vende à qui que ce soit. Mais je crois surtout qu'il faut que l'État investisse massivement dans son enseignement supérieur parce que c'est un projet non seulement pour les jeunes, c'est un projet d'innovation, c'est un projet économique, c'est un projet pour la société dans son ensemble. Alors là, vous soulevez deux problèmes importants. Hein. Premier problème important, Richard Descoings, le tabou de l'entrée des entreprises dans les universités. Pour vous, il ne faut pas que ce soit un tabou, j'imagine. Oui, puis c'est de moins en moins un tabou. Toutes les grandes universités scientifiques travaillent avec des entreprises privées, avec des industries. Sans ingérence ? On imagine toujours que les entreprises mettent de l'argent avec l'idée qu'elles vont venir prendre le pouvoir. Les entreprises n'ont aucune envie de prendre le pouvoir à l'université. Elles n'ont aucune envie de dicter leurs enseignements aux professeurs. C'est quoi? C'est du prestige? C'est investir sur l'avenir? Quand vous investissez dans des domaines scientifiques, c'est qu'après, il va y avoir des découvertes. Il va y avoir des brevets et il va y avoir exploitation industrielle. Alors, vous parliez d'un autre sujet très important, c'est de l'investissement de l'État en ce qui concerne les étudiants. Globalement, on l'a dit, c'est à peu près de 7 500 € par an, par étudiant. En ce qui concerne l'université, vous dirigez une grande école. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres. Vous êtes, je crois, à 13 000 € par an. Qu'est-ce qui se passe? On a 7 500 élèves. Ce qui est quand même... Ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on a des droits de scolarité que nous maîtrisons et qui sont calculés en fonction du revenu des familles. Pour commencer à payer des droits de scolarité à Sciences Po, il faut que le ménage, les deux parents qui vivent ensemble, gagnent plus de 4 000 € net par mois. On n'est plus dans le cadre des classes moyennes qu'on a dit dans un reportage précédent. Ça veut dire qu'en dessous de 4 000 € net par mois, on ne paie pas de frais de scolarité. En revanche, on va jusqu'à 5 500 € de droits de scolarité, mais là, ce sont des familles où le revenu annuel net est supérieur à 130 000 €. Oui. 2% des familles françaises. J'ai pas honte de demander à ces familles-là de payer plus, parce que chaque élève, chaque étudiant de Sciences Po qui est boursier du Crous a un complément de sa bourse égal à 50%. C'est le Crous plus 50%. C'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que je vous comprends bien? Est-ce que la différence entre les 7 500 € investis par l'État pour un étudiant et les 13 000 € que vous avez, vous, pour un étudiant, sont dus uniquement aux frais de scolarité? Alors, les droits de scolarité à Sciences Po, ça représente quand même pas loin d'un cinquième de notre budget, 20%. Donc c'est beaucoup. Pas mal. On a la taxe d'apprentissage, on a tout ce qui est formation continue. On vend
des prestations de formation continue. On est aidé par le mécénat des entreprises. Et puis maintenant, vous savez, les personnes privées qui payent l'impôt sur le revenu et celles qui ont la chance de payer l'impôt de solidarité sur les fortunes peuvent donner directement à l'université ou aux écoles une partie de leur impôt. Donc c'est tout ça mis bout à bout qui fait qu'on passe effectivement de 7 500 € en moyenne à 13 500 pour un élève de Bon, et sciences vous êtes d'accord que ça fait toute la différence quand même? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, mais le président Prodmorol de Paris 6 disait il faut aussi de l'inventivité, il ne faut pas être dans la routine et il faut travailler avec les étudiants. Vous savez, les étudiants, on les présente toujours comme conservateurs, ils ne veulent pas les réformes, mais ce n'est pas vrai. Il y a une capacité à mobiliser. Il y a des étudiants qui seront toujours en désaccord. Ce n'est pas le rôle des syndicats étudiants de dire toujours du bien des présidents d'université. Mais si on travaille avec eux, je vous assure qu'on peut faire des progrès spectaculaires. Alors, on a parlé de quelque chose d'important. Quelle est votre réaction à vous, Thiebaut Weber, sur le montant, justement, des frais de scolarisation? Est-ce que là aussi, c'est un tabou? Est-ce qu'il faut que ce soit une égalité totale? Ou est-ce que, comme Richard Descoings, vous pensez que les familles les plus aisées doivent payer beaucoup plus par rapport à des familles qui ne peuvent pas ou ne doivent pas payer des frais de scolarité? En France, on a un retard de financement étatique au niveau des universités qui est conséquent. Ah, vous voulez dire que ça remplacerait le devoir de l'État et qu'il faut mettre l'État face à ses responsabilités? Je pense qu'il faut, effectivement, je pense que ça dépend aussi de la vision qu'on a d'une part des étudiants et de l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est du ressort de l'État, à un moment, d'assurer une élévation du niveau de compétence et du niveau de connaissance de son pays? À la fin, j'en ai persuadé que oui. Et je pense qu'il y a un préalable qui est nécessaire. C'est d'une part de voir l'État réinvestir massivement son enseignement supérieur à l'image des autres pays développés de l'OCDE, parce qu'on est en retard à ce niveau-là, et vous l'avez souligné. Et d'autre part, la situation sociale des étudiants aujourd'hui, et pas seulement des étudiants les plus défavorisés, mais également des étudiants des classes moyennes, ne le permet pas. Donc avant de rentrer dans ces débats-là sur l'université, je pense qu'il faut déjà que l'État rattrape son retard. Effectivement, et ensuite, peut-être que dans 5 ans, on pourra en reparler. Mais... Dans 5 ans, ça c'est la bonne nouvelle. C'est que la FAGE pense que dans 5 ans, on pourra commencer à entrer dans une logique de redistribution entre les étudiants. J'ai dit qu'on pourrait reprendre le débat. Je n'ai pas dit qu'on pourrait effectivement mettre en place ce système, mais on n'a jamais été fermé à la réforme et au dialogue. On reviendra dans un instant sur la sélection à Sciences Po, parce que c'est vraiment quelque chose d'important.